presque 4, 2 heures, et là c'est une version rapide, 45 minutes, donc on va pas tout faire, on va faire juste une petite partie, mais on espère que ça va vous intéresser. On a quelques cadeaux à vous faire gagner. Les slides sont pas à jour. En fait, on a que le Blue Book d'Eric Evans. Donc pour le jeu, c'est vous allez tweeter comme des fous sur BDXIO17. Vous pouvez faire des citations, prendre des photos, faire des blagues, vous moquer de nous, faire des... Enfin voilà. C'est Christophe, le juge de paix, qui nous dira à la fin qui a gagné le Blue Book d'Eric Evans. Attends, on s'est pas présenté là. Ah non, on s'est pas présenté, ouais. Vas-y. Donc, moi je suis Bruno Boucard. J'ai cofondé avec ce gars une boîte qui s'appelle 42 Skills. Mon métier, c'est d'émanciper les développeurs. En gros, je suis coach de développeurs depuis presque 5 ans maintenant. Et j'ai créé le meet-up BDD Paris il y a peu de temps. Thomas Pirin, on s'est vu tout à l'heure à la keynote d'entrée. Ça fait 18 ans que je fais pas mal de métiers différents autour du DDD. Enfin, pardon, autour du développement logiciel. Et plus récemment, ma marotte, c'est le domaine Driven Design. De toute façon, on n'a pas assez de temps, donc on va attaquer. Notre domaine pour aujourd'hui, ça va être le train. On a essayé de choisir un domaine qui parle à tout le monde. Alors le train, c'est large, vous allez me dire. On va réduire un peu, on va dire, les optimisations de réservation de sièges dans les trains. D'accord ? Ici, on vous a représenté un train avec 3 voitures. Chaque voiture a 10 places. Et puis, on a des places qui sont prises, en jaune, c'est des places déjà prises. En blanc, c'est des places qui sont... Hop, ça marche pas. Donc en blanc, c'est des places qui sont libres. Et à un moment donné, on va demander des sièges. Donc là, on a demandé 6 places, représentées en bleu dans la voiture B. On a 2 règles métiers pour aujourd'hui, qui sont la première, c'est on ne doit pas réserver plus de 70% de la capacité totale d'un train. C'est la première règle métier qu'on va devoir respecter. Et la seconde, c'est que tous les sièges d'une réservation doivent être trouvés dans la même voiture. On ne veut pas séparer les familles, on ne veut pas séparer les gens, on veut voyager ensemble, on ne veut pas être dans une voiture et l'autre personne dans une autre voiture. Ces règles-là sont tirées du kata d'Émilie Bache, train de réservation kata qui est disponible. Elle donne des règles de gestion et c'est du green. Du Greenfield. Donc en gros, on a tout à coder. Nous, on a fait un legacy un peu dégueu qui nous sert de base pour transformer ça. Alors quelques mots du domaine expert, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui malheureusement, mais en général, toutes les discussions qu'on a eues avec lui, elles portaient autour du train, d'identifiant de train, de sièges, de voitures, de tentatives de réservation. Et est-ce qu'une tentative de réservation est complète ou pas, ouais. par exemple. Et on parle aussi de book, to book, donc de réservation, avoir un numéro de réservation, c'est le booking référence. La réservation en elle-même. Qui n'est pas pareil que la tentative de réservation. Pas la même chose. Et puis un échec de réservation. Alors, on a parlé de domaine Driven Design. Donc en DDD, il y a une notion de contexte, et on l'a dit tout à l'heure lors des keynotes, c'est des contextes, des modèles, un langage pour des usages dans des contextes différents. Nous, on est dans le contexte jaune, là. Notre contexte, c'est de trouver des réservations, enfin des sièges dans des trains, pour pouvoir les réserver. Et la start-up pour laquelle on travaille, là, c'est Train-Train. On dépend, pour faire notre job, de d'autres services fournis par la SNCF, qui a mis des web API à notre disposition, et donc pour d'autres contextes. Premier contexte, c'est Train Data, c'est un Train Data Service. Ce contexte-là, fourni par la SNCF, c'est de nous fournir des topologies. Pour un train donné, on lui donne un identifiant de train, quelles sont la liste des voitures, et pour chacune des voitures, quels sont les sièges, et est-ce qu'ils sont disponibles ou pas. Ça, c'est ce que nous fournit ce premier service, qui va nous aider à faire notre travail. Le deuxième contexte, c'est Booking Référence. Alors là, c'est bizarre. C'est pas le truc qui permettra de booker, de réserver, de confirmer les réservations. C'est juste un service qui va nous donner des clés primaires, qui va nous donner des identifiants reconnus par la SNCF pour ensuite demander à faire une réservation. Enfin, c'est le numéro de réservation qu'on a sur un ticket. Hein. C'est ça. Ouais. Donc on fait un get et on chope un numéro qui est un identifiant unique. Et enfin, c'est le Train Booking Service, donc un autre service fourni par la SNCF. Tous les trucs en gris, là, c'est la SNCF qui nous les fournit, qui lui sert à réserver. Une fois qu'on a identifié les sièges disponibles dans un train, qu'on a chopé une booking référence, on va pouvoir réserver concrètement et avoir un retour de ce service pour savoir si on a eu les sièges ou pas. Et une fois qu'on a tout ça, nous à gauche, on peut retourner à notre utilisateur qui est tout à gauche, qu'on ne voit pas là, la réponse à sa demande de réservation. C'est clair pour vous ? Ouais. De toute façon, on va le voir avec un peu de code. Bruno, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo ? Ouais. Alors, le train-train, le truc jaune dont on parlait là, c'est une web API. Donc en gros, tu es interrogé par un postman. Ouais. Si tu peux zoomer.
Ouais, je vais essayer. Je pense que la résol, elle va pas être... Voilà, vous voyez bien. Ouais, là c'est bien. Donc là, il y a l'URL de l'API REST et puis il y a le body. Alors le body, par rapport à ce que vient de dire Thomas, c'est l'identifiant du train et le nombre de sièges qu'on souhaite réserver. Donc là, c'est vraiment le client qui nous appelle. J'aimerais réserver 3 sièges dans ce train. Voilà, la sémantique, elle est simple. Donc si je fais ça... Un petit post. C'est voilà, pas mis un point d'arrêt, un truc comme ça. Ouais, normalement, je devrais être arrêté. Ok, voilà. T'es dans un point d'arrêt. Là, j'ai un point d'arrêt. Alors, j'ai un point d'arrêt dans du code... Il faut que tu zoomes, hein, parce que... Vous voyez au fond ou pas? Non, pas du tout. Ok, on va zoomer là. Je vais... Voilà. Tchouc. Voilà. Est-ce que tout le monde voit à peu près là? Donc là, c'est la callback de la Web API ASP.NET. C'est du .NET qui est appelé quand tu as fait ton post. Ouais, quand on fait un post, il y a une sorte de trigger qui arrête la requête web et qui nous encapsule les informations que j'avais tout à l'heure dans ce type-là. Là. Donc là, c'est la stack technique qu'on utilise qui nous désérialise le JSON que tu avais dans ton Postman dans une structure de données. Si tu nous montres à quoi ça ressemble juste pour confirmation. Ouais, je vais y aller. Ouais. Voilà. Donc ça ressemble un peu dézoomé un tout petit peu. Là, c'est super grand. Ouais, dézoome un peu, juste réduis un peu. Ouais, là, c'est tellement grand que dès que je fais un pas, je réduire. Hein. Réduire. T'as de la marge. Voilà, ok. Donc là, effectivement, on a la représentation de ce qu'on avait dans le body. C'est le Poco du JSON. Ouais, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de surprise. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que le point de départ, le point d'entrée de notre application, si tu reviens sur ton point d'arrêt, je vais juste revenir si je vois où est le code. Ouais, je n'ai pas. Ctrl-N, contrôleur, à mon avis, tu vas le trouver. Ouais. Et t'es rebasculé en tout petit, il faudra que tu rezones. Ouais, je sais. Ouais. Voilà. La stack. Ça. Regarde ce que vous voyez. Donc en fait, on va devoir regarder ce code legacy. Donc on va voir dans un instant. C'est pas ça. Je mets un autre contrôleur. Et en fait, on a été appelé, le temps que tu cherches, je rebascule sur les slides. Comme ça, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais... En fait, on a un problème, c'est que le train-train, ceux qui nous ont sollicité, la start-up, là, ils payent des penalties, ils payent des coûts qui sont un peu exorbitants. Ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, ils nous ont demandé de regarder leur code pour essayer de trouver à quoi ça pouvait être lié. Donc voilà, ça va être ça notre objectif. Alors, quand je reprends les contextes qu'on a, juste une petite info qu'on n'a pas citée tout à l'heure, c'est que chaque appel de chaque service de la SNCF nous est facturé. Donc ça, c'est un élément de... Bon, ils le savaient dès le début, hein, mais ils se demandent s'il n'y a pas quelque chose, soit côté SNCF, soit dans leur code, plus vraisemblablement, qui peut expliquer ces coûts prohibitifs. Bon, nous, en général, quand on intervient sur du legacy, on ne touche pas à un code legacy avant de se faire un harnais test. Donc on a travaillé un peu là-dessus. Et donc, on a fait 2 tests d'acceptance ce matin avant de travailler sur ce code-là. Le premier test, réservation simple. Ouais, c'est vraiment la pipasse. On a un train vide, enfin plutôt un train avec une seule voiture. 10 sièges. 10 sièges, et on demande à réserver 3 places. Donc, le truc là, normalement, est-ce que ça fonctionne? Hop, donc ça c'est la réponse. Non, ça fonctionne pas. La réponse, donc il y a un identifiant de train ici. Il y a le booking référence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a 3 sièges, 1A, 2A et 3A. On a vu que les voitures, en fait, c'est c'est suffixé par des lettres. Chaque lettre correspond à une voiture. Et donc voilà ce que fait notre test, on montrera peut-être tout à l'heure. Il y a un deuxième test qui est celui qui vérifie la règle des 70%. Pour ça, on a juste un test d'acceptance qui prend un train de 10 places avec 6 places déjà réservées. 70%, ça fait 7 maximum par voiture, enfin par train, pardon. Donc il nous reste un siège. Quand on demande 2 sièges, on se fait jeter, et on se fait jeter avec une réponse comme ça où on a juste un booking référence à vide et le nombre de sièges à vide aussi. Ça, c'est comment l'application fonctionne aujourd'hui, celle sur laquelle on va devoir intervenir. OK ? Eh bien, plongeons dans le code. Hop. Alors, je suis revenu là où il y avait le point d'arrêt. Attends une seconde, c'est bon. Vous voyez au fond là, c'est bon? Ouais, super.
Donc, on voit qu'il y a une instance d'un truc qui s'appelle Web Ticket Manager. Bon, on pourrait justifier le fait que c'est pas forcément une bonne idée de faire un new à chaque fois. Mais on voit surtout qu'on appelle une méthode qui s'appelle réserve. C'est le point de départ pour toute l'appli. Alors, je ne vais pas décompiler. Voilà. Ça y est, il a décompilé. Attends. Voilà. Le réserve. Le réserve, il est là. Je vais faire une première passe si tu veux bien. Non, mais là, je suis super, voilà. Alors. En général, quand on trouve du code legacy qu'on n'a pas écrit, pour se mettre à l'aise, on fait plusieurs passes de lecture. Donc, je vais vous proposer une première passe de lecture sur ce code-là. De manière à ce que vous compreniez un petit peu la logique à l'intérieur. Et qu'on partage tous. Ouais. Alors, hop, je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Est-ce que vous voyez toujours bien au fond ou pas? C'est bon, super. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce truc? Réserve, je donne un train ID et un nombre de sièges que je veux réserver. Ok. J'ai une collection de sièges qui va me servir sûrement à mettre des sièges disponibles. Première étape, c'est je m'adresse à un train data service, donc le premier service qu'on a vu de la SNCF tout à l'heure, pour récupérer une instance de train. Alors, train inst, en DDD, on aime bien utiliser le langage du domaine dans le code. Train inst, on en a parlé à l'expert du domaine, c'est pas terrible, donc moi je vous propose qu'on le renomme en train. Non, pas inst, en train, ça sera mieux, parce que inst, peut-être instance, que l'ancien développeur a voulu mettre, mais voilà. Ensuite, on a sûrement la règle des 70%, c'est-à-dire qu'on prend le nombre de sièges qui sont déjà réservés dans le train, plus ceux qu'on veut prendre, et ça doit être inférieur ou égal à un seuil. J'imagine ça doit être les 70%. 0,70, ok, bon, jusqu'ici tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un petit bout de code qui nous permet de trouver les sièges à réserver. Donc c'est tout ce truc-là, là. Ce bloc-là, en fait, il va énumérer sur tous les sièges du train, et pour chacun d'entre eux, si la booking ref est vide dans cette structure-là, en fait, il va la rajouter dans la liste de sièges qui sont disponibles pour la réservation. Alors each, pas terrible, je propose qu'on renomme aussi en siège pendant qu'on y est. Alors, ah oui, un truc, là, bon, c'est facile, j'utilise l'IDE pour faire des renommages, etc. C'est pas très, il n'y a pas trop d'enjeux. On utilise quand même un petit outil qui s'appelle Ncrunch, que vous voyez à gauche, là, une petite marge avec tout est vert. Pourquoi? C'est que, en fait, on a nos tests qui sont, on a notre harnais test dont on vous a parlé tout à l'heure, on a nos deux tests là. Le premier, c'est réserver des sièges quand le train est vide, et réserver des sièges, on ne doit pas pouvoir réserver des sièges quand on dépasse la capacité totale d'un train. Donc on a ces deux tests d'acceptance là, où à chaque fois on instancie un train data service, les booking reference service, en fait on les stub, et notre web ticket manager, que notre point d'entrée, et en fait à la fin on vérifie que le résultat de la réservation JSON, c'est bien ce qu'on s'attend à avoir, c'est-à-dire je demande 3 sièges sur un train vide, j'ai 3... c'est l'exemple qu'il y avait dans les slides. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, quand on va déconner avec Bruno, si par exemple je mets 50 au lieu de 0 ici, c'est censé donc compiler, à chaque fois que je change le code, ça compile, ça exécute les tests, et ça me fait un feedback. Vous voyez, c'est rouge, alors là, ça a pris un peu de temps, on verra pourquoi. Mais donc là, je sais que j'ai fait une connerie, je sais que j'ai fait une erreur, donc je peux rollbacker, CTRL-Z, ou revenir avec Git sur une étape avant si... et voilà. Et je reviens vers, donc là, je suis rassuré, j'ai pas touché. Vu que mon test teste le système du point de vue de l'extérieur, je teste le comportement de la boîte noire, je peux changer l'implémentation facilement. Ok, donc on en était sur le code. Le code là, on voit qu'on itère sur tous les sièges du train pour les rajouter dans cette collection. Alors qu'est-ce qu'on a après? Un for each débile. Donc là, on verra, une sorte d'accumulateur. Je te laisserai faire, Bruno. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on n'a pas trouvé le nombre de sièges qu'on avait demandé, à la fin, on fait la réponse vide. Vous savez, c'est la réponse qui dit le truc n'a pas, j'ai pas pu le réserver. Dans le cas contraire, je récupère une booking référence, donc le deuxième étape du deuxième service au milieu. Et sur cette booking référence là, ici, vous voyez, je l'affecte dans la boucle for each après. Je l'affecte à chaque siège qu'on a trouvé, qu'on a mis dans la liste. Ensuite, si tout s'est bien passé, et seulement si tout s'est bien passé, alors traincaching.cache. .save, ok, bon, il y a un cache, on verra si c'est utile ou pas. Et puis on appelle le train data service pour booker, donc là c'est pour committer la transaction, pour vraiment appeler la SNCF pour dire voilà, je veux réserver s'il te plaît tous ces sièges-là avec cette booking référence. Et si la réponse est correcte, si ça ne lève pas d'exception, je fournis ma réponse à moi, c'est la réponse orange du train-train. Ok. Alors,
En fait, juste pour résumer, hein, nous, notre boulot, c'est de faire de l'optimisation de réservation. On ne réserve pas. On regarde la topologie du train, on trouve des places optimisées, et après, on appelle le service qui, pas nous, Qui fera la réservation. Ouais. Non, je le précise parce que des fois... Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont choqué déjà dans ce code-là, pendant qu'on commence à le voir un peu sous les yeux? Des petites idées, des petites pistes? Soyez pas timide, vous pouvez y aller. Ça vous plaît ou vous êtes familier à ce type de code? Qui a déjà vu du code qui ressemble un peu à ce genre de truc comme ça, là? Ah ouais. Ok. Ok, donc ça vous semble normal ou vous voyez des petits trucs qu'on pourrait améliorer? Bon, c'est le nom de la session, donc en même temps, vous imaginez qu'on va changer 2-3 trucs. Alors toi, Bruno, t'aimes bien faire un... Ouais. Alors, quand on fait du refactoring sur un code legacy que vous ne connaissez pas, c'est toujours intimidant, parce qu'on n'est pas dans la tête des développeurs qui sont passés avant. Généralement, c'est pas un seul développeur qui a travaillé dessus. Et c'est pour ça que c'est difficile. Ce qu'il est important de faire, c'est de s'approprier le truc, mais tout doucement. Et on appelle ça nettoyer le pont, clean the deck. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire des déménagements de responsabilité, mais on va surtout regarder si les choses sont justifiées. Donc, c'est un peu comme si on va nettoyer, on va enlever les papiers gras, quoi. On va enlever toutes les petites daubes, tous les trucs qui traînent, donc, avant d'attaquer le dur. La première variable qui nous apparaît, c'est available site. Donc ça, on regarde c'est utilisé là, c'est utilisé là. C'est utilisé après, mais bien après. Bien après. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que je vais essayer de rapprocher la variable là où j'en ai vraiment besoin. Il faut que tu descendes un peu pour qu'on voit l'usage. Ouais, parce qu'en fait, l'usage est juste après. Il est tout en... Voilà, il est là. Le premier usage, il est là. Il est là. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on rapproche la déclaration de la variable de son usage, d'après vous? Pour découper, exactement. Il y a un souci de visibilité. Extract, par exemple, c'est pas mal. Et effectivement, si on veut faire un extract d'un petit bout de code et qu'il a une dépendance vers un truc qui est très loin, on va devoir couper. Enfin, voilà. Donc là, on rapproche et comme ça, on peut prendre tout le paquet et le déplacer. Alors après, on a un truc qui n'est pas forcément très, très fonctionnel, ça s'appelle count. Alors count, on voit qu'il est super bien utilisé, parce qu'en fait, il sert à rien. Utile. Alors, pour ceux qui font pas de C#, là, en gros, il y a un for each sur la collection available seat. Ça veut dire qu'à la fin du for each, count doit être égal à available seat. Exact. Point count, qui est le nombre d'items qu'on a dans la liste. Voilà. Et après, on compare cette valeur calculée avec le nombre de sièges qu'on a réclamé. Donc là, ça veut dire qu'on peut remplacer count par available seat point count. Ouais. Si on a... Bon, là, je pense qu'on est assez safe. De toute façon, on a toujours notre arrêt test, donc en gros, ça veut dire qu'à tout moment, si on déconne, on peut revenir en arrière. Et on pète pas la prod. C'est toujours vert. Ouais, c'est toujours vert. Ok. Non. On est d'accord, ça je l'enlève. Toujours vert. Donc ça, tu peux le virer. Et puis la déclaration de début aussi. Donc count, adios. Voilà, donc bon, c'est pas grand-chose, mais c'est des petites choses qui nous permettent d'y voir plus clair. Alors après, là, j'ai... Ce qu'on n'a pas montré, c'est que l'écran, la méthode, elle faisait 2 écrans et demi, je crois, un truc comme ça. Vous avez déjà vu des méthodes aussi grosses dans votre code ou pas? Ouais, même plus grosse. Je sais, ouais. Non. Je fais le candide. D'accord. On va essayer de réduire un peu. Avant d'aller déjeuner, on va essayer de réduire un peu. Alors, la suivante, elle s'appelle Number of Reserve. Alors, elle est aussi dans une boucle un peu utile. Il y a comme un pattern, là, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui adorait les accumulateurs inutiles. Et parce qu'on fait après la même comparaison avec un autre if. Donc, on va faire la même réponse. Ça ressemble à du copier-coller. Ouais, un petit peu. Souvent, dans le Legacy, on voit des trucs comme ça. Il suffit qu'il y ait un truc un peu dégueulasse pour que très vite, avec du copier-coller, on le retrouve un peu partout. Ouais, c'est vrai. Mais le copier-coller, souvent, c'est parce qu'il y a un phénomène de peur. Je ne connais pas bien le code, alors je répète, et si ça marche, c'est bon. Appelé aussi copier-mollet. Ouais, okay. Voilà, copier-mollet. On va laisser un petit peu cet algorithme un peu lourdingue pour l'instant. C'est très procédural. C'est du code vraiment très procédural. C'est vraiment étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. La deuxième variable qui nous intéresse, c'est reserve set. Alors, il manquera certainement, mais on n'est pas là pour... Alors là, c'est pareil. On n'est pas là pour juger, c'est ça? Ouais. Non, ça parlait d'empathie, donc voilà. Donc, ouais, mais là, par contre, on va pas s'interdire de le renommer. En fait, on incrémente, mais on ne l'utilise pas. Alors ça fait de la charge cognitive, c'est-à-dire que toute la journée, quand on a du code comme ça, notre cerveau, il doit filtrer, dire ah ouais, ça c'est le truc débile, ça c'est le truc qui est mal nommé, et donc ça c'est fatigant à la fois. Donc reprendre le contrôle, c'est aussi
dégager tout ça. Alors, je voudrais juste attirer votre attention. Là, j'ai une négation et là, j'ai une égalité. Notre cerveau, il aime bien les symétries en général. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Burn the witch. Ouais, alors, peut-être inverser. On va inverser les ifs. Hein. Alors déjà, c'est plus simple parce qu'on comprend bien. Puis surtout, le code qui est là... c'est du code similaire. Et comme il n'y a rien entre les deux tests de if, ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle pour nous permettre de merger le contenu du deuxième if dans le premier. Exactement. Donc, je vais tout prendre. On voit pas tout, là. Je sais pas si... T'es sûr que tu as tout pris, là? Tiens, tu peux scroller un peu, s'il te plaît? C'est bon, ok. Là, j'ai coupé, là, carrément. Et tu le remets là, donc ça veut dire qu'on peut dégager, gagner un peu de... Ouais, je supprime ça. Si tu peux descendre bien, qu'on voit le truc à chaque fois, parce que, voilà, oui, ça, c'est un if débile. Ouais, donc là, on peut réduire un peu le... Voilà, j'enlève ça. Et là, il y a un autre truc qu'on peut voir, c'est que j'ai du blanc ici. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas Ncrunch c'est vert quand c'est impliqué dans un test, au moins un test qui marche bien. Rouge, c'est au moins impliqué dans un test qui ne marche pas. Et blanc, c'est du code mort, c'est du code qui n'est pas testé. C'est du code qui n'est pas testé. Donc pour nous, c'est du code mort. C'est du code qui sera... on n'utilisera pas. Voilà. Alors après, j'ai la variable... Là, le cas est trivial parce que c'est un tout petit soft. C'est un tout petit soft, donc le cas est trivial. D'habitude, on a un peu plus de tests dans notre harnais. Mais là, on couvre tous les besoins exprimés par notre expert du domaine, en fait. Donc là, j'ai une variable qui devrait être plus proche de son usage. Donc, Richard Pearl, complément de l'IDE, te le dit avec le petit zigouigoui, là. Ok, tu le rapproches de l'usage. Voilà. Alors, là, on doit avoir un code un petit peu plus... Un peu moins verbeux. Ouais. C'est... Ok. Vous vous rendez peut-être pas trop compte parce que vous n'avez pas tout le code, mais il est plus petit quand même là. Il est pas formidable. Patch down comme ça. Ouais. Tout à l'heure c'était 2 écrans et demi, là c'est un écran et demi. T'as gagné un peu de. Un petit peu plus court. Donc est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Non, maintenant on voit un peu mieux le code. Hein. On l'a parcouru une deuxième fois ensemble, ouais. Franglais partout, ok. C'est vrai. Ça sert à rien, t'as raison. Ça, on va le virer tout de suite. On vire les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ouais, il y a le i, ouais. Le i, c'est pas très explicite, ouais. L'imbrication. Bon, c'est encore très procédural, mais moi, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me choque. Tout à l'heure, on a parlé de réservation attente. Est-ce que vous avez vu, quelque part dans ce code, ce concept pourtant clé du domaine qui est réservation? Il n'y a pas. On l'a pas. On a des sièges, mais on n'a pas de réservation. On n'a que des sièges. Moi, ça me gêne. C'est-à-dire que mon système, il fait pas ce que notre expert du domaine nous a demandé de faire. Il n'emprunte pas le langage du domaine. Alors, deuxième truc qui va me gêner, bon, j'ai un peu plus d'avance sur vous parce que je l'ai vu tout à l'heure quand on a écrit le harnais de test. Ça, classe train. Ok, c'est un concept du domaine, donc ça, je suis content, mais il y a un truc qui vous choque là-dedans ou pas? Je vous montrer un autre, du même acabit. Ouais. Site. Ouais, il n'y a, pas de comportement. Alors ça, je ne sais plus si c'est Craig Larman ou Martin Fowler qui disait que ce sont ce qu'on appelle des objets adolescents. Des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris encore leurs responsabilités. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas de comportement. Donc l'idée, ça va être pour nous de les muscler un peu et de transformer les comportements. Alors au lieu d'avoir une grosse méthode procédurale ici, réserve, il y a un truc qui s'appelle Feature Envy. Ici, le code du Web Ticket Manager dans sa méthode réserve, il passe son temps à appeler des informations dans le train pour prendre des décisions, pour faire des choses. Plutôt que de faire ça c'est ça le code SMEL qui s'appelle Feature Envy, l'idée ça va être plutôt de pousser dans le train le comportement qui va avoir du sens au niveau du train. Donc on va s'occuper de faire ça. Moi je vous propose qu'on fasse émerger un peu les concepts du domaine dans ce code-là, et ça va nous amener à faire tout un tas d'extract and move. Alors juste rapidement pour voir ce qu'on va faire, on va le faire très souvent. Donc hop, je vous le montre visuellement. On a une classe A qui est la Web Ticket Manager et une classe B qui est le train par exemple, qui est assez vide.
on va faire très régulièrement de l'extract code. Donc on va extraire une portion de code, on va le mettre dans une méthode. Donc au premier step, c'est j'extrais dans une méthode qui appartiendra toujours à la classe de départ, donc le Web Ticket Manager. Et après on va faire le move, le deuxième mouvement, et le move de cette méthode dans la classe B, la classe train par exemple. Ça on va le faire très 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 souvent, très régulièrement. Alors à la fin, on aura les responsabilités qui seront un peu moins déséquilibrées. Là on a tout. C'est du code procédural dans le Web Ticket Manager. Là, on va le déplacer un peu. Donc, allez, on repasse au code. On va s'en occuper. Donc, on va faire ça. Alors, train, ça, je ne vais pas y toucher. OK. Là, le premier truc, ça, moi, j'extrairais bien une méthode sur ce truc-là. On est d'accord, là, on est sur une prise de décision. À chaque fois que vous avez un if, s'il est avec une longue expression, avec des ou, c'est dur de savoir quelle décision on a prise. Surtout si on revient sur le code d'une semaine après. Donc si vous encapsulez ce if dans un nom qui est vraiment parlant et fonctionnel, vous comprendrez pourquoi dans le corps du if, vous avez fait ça. Moi je propose le nom does not exceed train capacity. C'est ce truc-là, le grand if là, qui vérifie que si le nombre de sièges qu'on demande plus ceux qui sont déjà réservés dans le train ne dépasse pas le seuil. Ça vous va ? Ça, on peut renommer, on peut changer après. Alors, premier move, extract. Donc là, j'ai fait une méthode does not exceed train capacity qui se trouve ici dans la classe Web Ticket Manager, toujours. Donc elle se trouve là. Donc si je reviens à l'usage, boum. Tu l'as mis statique. Hein. Ah, je l'ai mis statique. J'aurais pas dû. Hop. Shift R, non statique. Je vais laisser Richard Perrin faire. Je suis une grosse feignasse. Hein, donc, alors là, je vais dire de ne pas la mettre statique et je vais même lui demander de la déplacer. Il me suggère un truc. Il me dit tiens, tu passes un entier, mais tu passes aussi une instance de train. Et comme tu l'utilises après, ça serait pas mal de déplacer ce comportement et de le mettre dans le train. Donc, statique. Ouais, je vais mettre une tape. Donc là, je lui enlève son côté statique et je le mets dans le train. Ce qui fait que dans le code là où on est parti, vous voyez, c'est bien sur l'instance de train que j'appelle does not exceed train capacity limit. Ok, on va continuer à faire des petits extracts et move. Donc là, prochaine extraction, ça serait quoi? Ça serait le code, ouais, ça c'est bien. Mais tu peux pas gagner, Christophe. T'es l'arbitre, donc ok. Mais belle tentative. Donc là, je vais faire un extract méthode et ça va être find available seats. Ça vous va? De toute façon, on verra. Donc, available seats, find available seats. Alors, je ne vais pas la mettre statique cette fois-ci, parce que je vais la déplacer sur une instance. Je vais mettre public pour pouvoir l'appeler une fois qu'elle sera déplacée. Donc là, vous voyez, j'ai find available seats qui me retourne une liste de sièges disponibles. Si je survole, c'est bien une liste de sièges. Et de la même façon, je peux demander au train de me donner les sièges disponibles qu'il possède. Ça s'appelle expert en information. C'est qui sait, fait. Donc là, je peux faire un move. Et il me propose tout naturellement le train, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, très bien. Find available seats. Vous voyez, on rend le code un peu plus expressif. Il y a encore de la marge, mais ça commence à être un peu plus exprimé dans les termes du métier. Alors après, on a, si le nombre de sièges qu'on a trouvé disponibles sont égaux à ce qu'on voulait avoir, c'est là où ça se passe bien. Alors, tout à l'heure, on est allé un peu vite, mais sur le slide avec nos discussions d'experts du domaine, il y avait un concept qui était important pour lui, c'était est-ce qu'une tentative de réservation, elle est complète ou pas? Donc lui, il nous parle tout le temps de reservation attempt et de is fulfilled. Voilà. Je vous propose qu'on extrait une méthode, ici. Mais peut-être avant ça, en fait, oui, on n'a pas de concept de réservation attempt. Il faut peut-être le générer là. Donc au lieu d'avoir une liste de sièges disponibles, on va demander à cette méthode-là, finalement, de me retourner, je change signature, ok, bah, je ne veux pas une liste de sièges, moi je veux une reservation attempt. Ouais. Ok, ça c'est un concept clé pour notre expert du domaine, donc on va le faire émerger. Alors on va me dire, bah là la méthode, oui effectivement, et même lui, Sharper, il me dit la méthode n'existe pas. Coco, eh ben, c'est pas grave, tiens, alt entrée, je crée le type à la volée, ici, boum, ok. Donc là, la méthode find available seat va me retourner une reservation attempt, il ne me reste plus qu'à instancier cette reservation attempt, à qui je vais donner les sièges disponibles qu'on a trouvés dans ce train. Ok. Le constructeur n'existe pas encore, je crée le constructeur à la volée, qui va être une liste de sièges. Available seats, non, dans ce contexte-là, c'est bien une liste de sièges, ok. Je vais en avoir besoin parce que je vais avoir besoin de les manipuler après.
Donc il faut que le reservation attempt expose cette liste de sièges. Donc je vais faire en C#, c'est un truc idiomatique, c'est une propriété. Pour ceux qui font du Java, par exemple, c'est l'équivalent d'un getter, setter, mais sur lequel en fait on n'a pas besoin de mettre get ou set dans le nom de la méthode, et on n'a même pas besoin de mettre des parenthèses. Donc voilà, si je vais pouvoir l'utiliser. Donc si je reviens à mon usage, qui est ici. Là, j'ai un peu pété la prod. Alors, ceux qui sont au premier rang, ils peuvent voir ou pas. Ici, là, c'est Ncrunch qui me dit que j'ai pas réussi à builder. Alors, j'aurais apprécié qu'Ncrunch me mette pas toujours le truc en vert, là, qui me mette bien un truc qui marche pas, mais bon, c'est pas le cas. Donc, tout ça pour vous dire que là, ça builde pas. De toute façon, RichardPer me dit que c'est rouge, là. C'est normal. Avant, j'avais Available Seats, j'avais une liste de sièges. Donc là, maintenant, vu que je manipule, alors on peut le renommer d'ailleurs. Available Seats, ça va être une reservation attempt. Ouais. Maintenant que j'ai une reservation attempt, les sièges ils sont à l'intérieur de cette reservation attempt, donc je vais y accéder à travers une indirection qui est la propriété seats. Okay, donc juste je vais fixer le build F12 boom pour dire bah tiens à chaque fois je travaille sur les sièges. Alors ici c'est pareil, reservation attempt.seats. Donc ça c'est pour que mon code fonctionne, enfin compile toujours à nouveau, hein, d'accord. Donc là j'ai juste j'aime bien les baby steps et j'aime bien être toujours green tout le temps, mais là, il y a eu un petit moment d'égarement où ça compilait pas. Ok, ça compile. Je pense d'ici 3 secondes, on va nous dire que c'est vert, j'espère. C'est vert. Ok, donc là, on a fait émerger le concept de reservation attempt. Ok, première étape. Ici, qu'est-ce que vous me suggérez? On en a parlé. Hein. On fait des extract and move tout le temps. Donc là, c'est pareil. Ça va être de remplacer ce petit test-là par une méthode. Is fulfilled, ouais. Is fulfilled. Le plus dur, c'est de savoir comment l'écrire en anglais. OK. Statique. Pas statique et public. Hop. Et ça va... On va le mettre sur quoi, le is fulfilled? Reservation attempt. Il y en a qui suivent. Super. Donc là, on fait un move. C'est bon. Et de toute façon, il nous le propose. Donc, ouais. Donc sur la reservation attempt, je peux faire is fulfilled. Okay. Alors, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que je lui file à chaque fois, deux fois le nombre de sièges à réserver. Ce que j'aimerais bien mettre, peut-être, c'est quand j'instancie mon reservation attempt, c'est lui garder dans une variable membre, un champ privé, le nombre de sièges que j'ai demandé initialement, pour que j'ai pas besoin de lui repasser à chaque fois. Je veux savoir si la reservation attempt, elle est complète ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire là. Je vais aller dans Find Available Sheets. Et là, c'est ce truc-là que je vais injecter dans le constructeur de la reservation attempt. Ouais. Donc là, Alt Entrée, j'ajoute le paramètre dans le constructeur. Très bien. Il est là. Il faut que je le garde. Ça, je ne vais pas avoir besoin de l'exposer, donc je vais le garder dans un champ privé. Alors ici, avec les conventions C#, c'est du underscore ça, là. Donc la méthode isFulfill, elle a plus besoin de paramètres, parce qu'à la place d'utiliser la valeur donnée en argument, en paramètre, je peux utiliser le champ privé, ici. Ce qui veut dire que ce paramètre n'est plus utilisé. CTRL-SHIFT-R, save delete. Donc je peux virer le paramètre dans cette méthode et dans tous les appels. Voilà. Alors, je peux aussi, tiens, isFulfill, on a dit que ça pouvait être une propriété. Non, ou alors expression body, peut-être. Donc on a un truc en C# qui ressemble un peu à du fonctionnel. On donne des lambdas pour certaines propriétés, c'est plus idiomatique. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Replacer une propriété, voilà. Donc je transforme ça. Donc isFulfill est désormais une propriété. J'ai plus besoin de mettre des parenthèses, et c'est le résultat de cette lambda. Ok, donc on revient à l'usage. Vous voyez, ça donne du code un peu plus expressif. C'est si ma reservation attempt est fulfilled, alors je continue. D'accord? Alors là, il y a BookingRef. Alors BookingRef, on parle jamais de BookingRef entre nous avec le domaine expert, donc c'est Booking Référence. Là, pareil, je renomme Booking Référence. Une fois que je l'ai obtenu, qu'est-ce que je vais faire là? Comment on pourrait l'appeler cette méthode? Si je vais faire un extract méthode de ce truc-là, d'après vous, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Pardon? Une sorte d'affectation, du coup? Ouais, ça c'est ce qu'on fait, mais le nom fonctionnel. Le nom fonctionnel. Non, en fait, le booking référence, c'est le numéro de réservation, c'est tout. Hein. Affecté. Alors en fait, notre expert du domaine nous parle d'assignation. Donc on va faire assign, extract méthode ici, et on va faire assign booking référence. D'accord? On va la mettre pas statique, on la met publique, pareil, parce qu'on va avoir besoin de la déplacer. Donc là, assign booking référence, là on va pouvoir la mettre ailleurs. Donc là, je peux faire un move et lui dire, bah tiens, tu me la mets sur la reservation attempt.
Donc je demande désormais à la Reservation Atoms d'assigner la booking référence à tous ces sièges parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il en a besoin. Ok. Alors là, j'ai Trend Caching. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors qu'est-ce que c'est que ce... Alors, qui a du cache dans ces applis? Est-ce que c'est toujours utile? Bon. Alors on va voir un peu, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe. Donc, Trend Caching, il est déclaré en haut de la classe Web Ticket Manager. Après, il est instancié, il est clearé dans le constructeur du Web Ticket Manager. Alors là, Encron, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a 4 secondes en moyenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un clear, c'est 4 secondes. Ok, donc j'instancie le cache, je le clear, ça prend 4 secondes, je save, et c'est tout. Donc c'est un cache dans lequel on fait que sauvegarder des trucs, qui n'est jamais consulté. Un autre point, si vous avez compris notre business model, nous, on n'a pas besoin de retenir, de se souvenir des réservations optimisées qu'on fait. On est juste un passe-plat. On optimise et on book. Donc ça sert strictement à rien, c'est une erreur. C'est même plus grave que ça, c'est-à-dire que nous, on est une start-up qui utilise les services de la SNCF. On récupère des topologies de train. Si on les cache, ces topologies de train, et qu'il y a une autre start-up qui réserve des places dans le même train, notre cache, il est très souvent faux. Donc moi, j'ai envie de vous proposer de virer le cache. Dès que je vire un cache inutile, Sans mieux. Je me sens mieux, c'est moins de complexité. Et puis franchement, bon là, 4 secondes, je comprenais pas pourquoi c'était lent là, nos tests, parce qu'on faisait pas des tests d'intégration. En fait, presque si, derrière le cache. Je n'ose même pas voir ce qu'il y avait, mais 4 secondes pour ça. Ok, donc là j'ai viré le cache, puis du coup ça rend... Ça va mieux. Donc si on regarde à nouveau la méthode là, elle est quand même plus sympa. Voilà. Ok, donc voilà, ça tient sur un écran. Ouais. On utilise les concepts du domaine. On a mis des responsabilités sur les objets du domaine comme Reservation Attempt. On utilisait vraiment le même langage. Donc moi, je suis plus à l'aise parce que quand on va avoir échangé avec l'expert du domaine, on sera aligné, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui vous gêne encore, qui n'est pas vraiment domaine là? La réponse. La réponse, hein, ce truc-là, là. Ouais, c'est du JSON, ouais. C'est effectivement le problème. Alors... Là, ce qu'on a fait, c'est... Le problème, c'est qu'on mélange du code technique avec du code métier. Avec du métier. On a une réservation à temp, mais on ne voit pas deux réservations. À quel moment je pourrais décider que j'ai une réservation? Après ça. Parce que si ça ne lève pas de l'exception, ça veut dire que j'ai booké. Et là, j'ai une réservation. Donc, l'idée, ce serait de dire... depuis ma réservation à temp, je peux la transformer. Je fais une confirmation et ça doit me retourner une sorte de réservation. Alors pour l'instant, ça n'existe pas, hein, donc il va rien trouver. Mais c'est un peu ça que je voudrais avoir. Tu mets ça dans une variable. Ouais, je vais mettre une variable. Ça. Réservation. Voilà. Ah. Ok. Donc là, l'idée, chaque fois, c'est faire émerger les concepts du domaine au fil de l'eau. Alors, je crée la méthode. Je crée aussi le type. Voilà. J'enlève ça. Et là, je return un new. Et j'aimerais bien nourrir cette méthode avec des choses. Alors, les choses que j'ai besoin, en fait... Alors, aujourd'hui, c'est toujours vert parce qu'en fait, on ne l'exploite pas encore. Oui, tout à fait. En fait, pour me débarrasser du JSON, là, j'ai besoin de quoi en termes d'information? Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? En fait, je vais vouloir retourner à terme une réservation, on est d'accord? Ça veut dire qu'en gros, le task string tout en haut à gauche, là, on veut le remplacer par retourne-moi une réservation. Ouais, je veux plus du JSON. Mais il va falloir quand même que ma réservation contiennent un train ID, un booking référence et une liste de sièges. Ça, j'en ai besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réservation à temp n'a pas de train ID. Elle ne dispose pas de train ID. Donc, on n'a pas d'autre choix puisque il faut le transmettre, c'est de l'introduire. Ça, on va être obligé de le faire. Donc, tu vas rajouter le train ID dans ta réservation attempt, ce qui te permettra de le passer, enfin, quand elle se transformera, la chrysalide réservation attempt se transformera papillon réservation. Ouais, alors, là,
je sais pas pourquoi il me met pas le train ID, mais c'est pas très grave. En fait, oui, je vais pas le mettre dans le constructeur. Et en fait, c'est le moment où je crée la réservation à thème que je veux pouvoir l'affecter. Et Pardon? Non, là, le train ID, c'est une référence qui doit être contenue dans... Quand vous avez la réservation papier, vous avez bien l'identifiant du train, on est d'accord? C'est juste ça, c'est juste l'identifiant du train. En fait, on a le numéro de réservation et on a l'identifiant du train. Aujourd'hui, dans les objets trains que nous retourne le service de la SNCF, on n'a pas ce concept de train ID. On lui demande, et l'objet qu'on a en retour, c'est ça. On pourrait l'enrichir, ça serait une autre chose qu'on pourrait faire. Bon, là, c'est pas ce que fait Bruno, mais ça serait une alternative tout à fait... Il y a plusieurs façons de faire, mais... Ouais. Donc là, tu vas le conserver en variable membre. Voilà. Je vais aussi avoir besoin du... Il nous faut le booking référence. Donc là, pareil, le booking référence. On a déjà une méthode assign booking référence sur la réservation atom, donc il suffit juste de le mémoriser pour la suite. Ouais. Ce que tu fais, tu mets ça dans un champ. C'est le booking référence. Ouais, je vais laisser... Donc ça, c'est Richard Peur qui joue au poète, mais... Il me reste pour l'instant. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous fallait? La liste des sièges. La liste des sièges, on les a déjà. On l'a déjà, mais je vais l'encapsuler. Et je vais lâcher la référence. Là, tu le rends accessible vis-à-vis de l'extérieur, le booking référence. Ok. Là, j'ai à peu près tout. Donc, si je reviens... sur ta méthode confirme. Ouais, sur la méthode confirme. Voilà. Donc là, normalement, je peux lui passer le train ID, le booking référence et les sites. De faire un décorateur. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça t'apporterait en... C'est quoi la motivation du décorateur? De décorer. Là, j'ai pas besoin de décorer. J'ai besoin de lui fournir l'information. Oui, mais en fait, l'idée, ici, c'est de faire naître un type complètement indépendant de réservation à temp, qui aura sa vie. Et moi, la réservation à temp, elle a plus de... Ouais. Mais en fait, si ça ligne, non, parce qu'avec la réservation, tu ne voudras pas forcément faire la même chose que tu pouvais faire avec une réservation attempt. Donc en gros, c'est plutôt intéressant de transformer, de partir d'un concept, d'un type réservation attempt sur lequel tu peux faire toute interaction, qui ont du sens dans le cadre d'une réservation attempt. Mais une fois que tu le transformes en réservation, tu n'as plus ce lien avec... si tu utilisais l'héritage pour dire que les deux sont la même chose, etc., tu pourrais avoir des responsabilités qui n'auraient pas de sens dans un cas ou dans l'autre. Enfin voilà, donc c'est un choix encore. Il y a d'autres options qui sont envisageables, mais c'est pour ça qu'on préfère faire ça. Alors, donc là, tu as fait émerger le concept de réservation. Ouais. Donc pour pouvoir retourner la réservation, il faut juste remplacer... Alors maintenant, il faut s'occuper du JSON. Alors, on va faire exactement ce qu'on a fait précédemment. On va créer une méthode. Cette méthode, on va l'appeler adapt réservation. Donc en fait, ça va être une méthode qui va adapter une instance de réservation vers un JSON. Ouais. Donc du code métier avant de faire ça, d'ailleurs, je vais remplacer partout par réservation. Ouais. Donc là, je vais faire réservation. Réservation train pour train ID. Voilà. Et là, je vais faire Réservation pour booking référence. réservation, booking référence. Qui a déjà entendu parler d'architecture hexagonale? Voyez-vous? Ok. Bon là, ce qu'on va faire, c'est introduire un nouvel adaptateur. Donc un adaptateur, c'est quelque chose qui va nous permettre de passer de la business logic. Donc là, le Web Ticket Manager, même si son nom est dégueulasse, on va le renommer après, il n'aura que de la logique métier, puisqu'on est en train expurger les derniers relents techniques. Là, c'est du JSON, un format de serialisation juste pour la Web API. Et le reste, on a quand même besoin d'interagir entre le monde web de notre Web API et cette logique métier dans les deux sens. Donc l'adaptateur, il est là pour passer d'un monde à l'autre et pour translater une serialisation JSON qui vient de l'extérieur vers nos concepts métiers. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as fait une méthode sur le Web Ticket Manager qui s'appelle Adapt, en prévision de le faire arriver, décoller, atterrir sur un adaptateur. Aussi. Et je vais créer un nouveau type. Donc là, ok, on transforme une réservation dans un JSON. Je vais faire site réservation. Adapteur. Adapteur. Ok.
OK, là, je lui dis, j'embarque celle-là, c'est ce que j'en ai besoin. J'ai une dépendance. Donc, première étape, c'est extract. Voilà. Donc, Et là, tu viens de faire le move. ouais, je viens de faire le move. Alors, là, je vais faire quelque chose d'un peu plus chaud. C'est-à-dire que là, je suis quasiment prêt pour faire le changement. Ça, je vais le déporter ailleurs. Et là, je vais changer le type. Là, j'ai dit maintenant, je veux que ça tourne. Donc, Ça retourne une réservation. plutôt que de faire l'adaptation dans le Web Ticket Manager pour réserve, en fait, tu vas faire cette adaptation à l'extérieur. Ouais. Donc, Là, je peux carrément faire un return de ta réservation. de ma réservation. Ouais. Et là, donc ça, j'en ai plus besoin. Là, je vais faire un new. Failed. Parce que là, je veux vraiment indiquer que... Reservation failure, peut-être. Failed, ça fait événement, ça fait Reservation. reservation failure. Failure. Donc là, tu es en train de créer un type qui explicitement Ouais. représente il a un besoin, échec il a besoin de train ID. qui a besoin du train ID. Ouais. Voilà. Vous vous rappelez, dans la réponse qu'on fait quand ça marche pas, on a juste le train ID en fait, qu'on retrouve. Il n'y a pas de booking référence, il n'y a pas de siège. Donc il Donc hérite ça- de réservation, c'est clair. Donc là, je vais appeler la base. C'est le train ID. Et là, moi, je suis pas fan d'héritage, mais là, c'est un cas où ça peut se justifier. quoi. C'est une... String empty. Ouais. C'est le booking, il est vide. Et là, la liste, elle est vide aussi. Voilà. Ok, donc ça, c'est ta réponse quand ça va pas. Voilà. Alors là, on est d'accord, j'ai cassé les tests, hein, je suis conscient. Parce que tu as changé la signature de réserve, Ouais. mais les appels. Donc là, il faut que tu Donc les adaptes. ici, vous vous rappelez, j'ai créé un réservation... Non, un site. Site adapteur. Site Sur réservation adapteur. adapteur. Et j'ai mis en statique la méthode. Donc celle-là, c'est plus le JSON, c'est réservation. Donc là, l'adaptation du monde technique au monde métier, elle se fait dans un adaptateur, qui est là une méthode statique, pour faire simple. C'est appelé dans le test, mais ça va être appelé aussi dans la Web API. De telle sorte que le Web Ticket Manager qu'on va enfin pouvoir renommer, parce qu'il n'y a plus rien de web, il puisse être purement du métier en fait. Méthode réserve là, quand on la regarde, Ouais. si tu remontes un tout petit peu pour qu'on voit la signature, enfin, Ouais. voilà, vous voyez que là on a que du métier, on a que des concepts du métier, on n'a plus rien de technique, on n'a plus de JSON. Bon, on a quand même on appelle des services extérieurs, mais avec des interfaces qui parlent au domaine en fait. Donc voilà, t'as mis à jour sur la Web API ou pas? Non. ASP.NET. Non, je vais pas Là, faire. t'as fixé les tests. Ouais. Il reste un cas, à mon avis, où ça pète, c'est la Web API. Ouais, on va compiler. Donc ça va te dire... Alors d'après vous, maintenant qu'on commence à y voir un peu plus clair dans le code, l'histoire des extra fees, là, ça pourrait être lié à quoi? Fais bosser pendant que Bruno fixe le build. Alors, ça pourrait être le cache. D'accord, donc des rest conditions, on prend un ticket, on prend un booking référence, et au moment où on fait un commit, la troisième étape, c'est trop tard, quelqu'un nous a doublé. Donc, alors, quelqu'un nous a doublé, effectivement. Il n'aura pas le même booking référence que nous, mais il pourrait demander les mêmes sièges que nous. Donc, c'est en ça où la rest condition pourrait intervenir. Ouais, ça pourrait être pas mal. Il y a un autre truc aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors, je ne sais pas si tu peux montrer le code du Web Ticket Manager. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ok. 1 minute. Ok, donc en gros, si tu montres juste le code D'accord. du Web Ticket Manager, on a un truc qui manque là. Un concept du domaine dont on a parlé en début et qui n'est pas visible ici. On avait 2 règles métiers, vous vous rappelez? Première, on ne dépasse pas la capacité maximum de 70%. La seconde, on ne sépare pas les gens. Comment on ne sépare pas les gens avec le code qu'on a là? On peut pas. Il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de notion de voiture, il n'y a pas de notion de coach, etc. Et le coach, ça pourrait être un agrégat, ça pourrait être un élément à qui on s'adresse pour trouver des sièges disponibles, plutôt que de s'adresser au train. Ça serait une étape supplémentaire. Là, on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est comme ça qu'on pourrait fixer le bug. Parce que le bug, en fait, en vrai, c'est que quand on donne des réservations et qu'on a 2 sièges dans 2 voitures différentes, qu'est-ce qu'on fait? On cancel. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on a facturé, enfin tout ce que la SNCF nous a facturé pour le premier appel, il n'est pas bon. Je cancelle, je retente, je suis toujours pas dans le même siège. Alors si je suis un utilisateur obstiné, je le refais 2-3 fois, ça paye des fees pour rien pour train-train, puis à la fin, je pars à la concurrence, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est ça le. Donc en voyant le code et en ayant un peu refactoré le code, en utilisant les termes du domaine et en voyant qu'il n'y a pas cette notion de voiture,
c'est là où on peut se dire, tiens, ça va nous manquer. Donc, pendant que Thomas parlait, là, je vous montre, le code fonctionne à nouveau. On n'a rien cassé, il se comporte comme d'habitude. Donc, a priori, on pourrait aller beaucoup plus loin, notamment corriger le manque de voitures. On va dépasser 2 minutes, je suis désolé, on va juste conclure du coup. En conclusion, donc on avait une situation avant, on avait un Web Ticket Manager qui faisait tout, à gauche, et à droite, c'est le résultat final, à la fin, ça tient sur un écran, et c'est un peu plus sympa parce que ça parle du métier. Après, l'intérêt, c'est qu'il n'y a que du métier là-dedans. Et en fait, ce qu'on appelle l'ubiquitous language en DDD, c'est d'utiliser les mots du métier dans notre code. Donc là, ils sont soulignés en orange, vous voyez en jaune. C'est les termes très exactement des discussions qu'on a eues avec notre expert du domaine. Ça veut dire que s'il a envie de lire, il pourrait éventuellement comprendre. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on lui lit sans avoir à faire de traduction, nous, dans notre tête. Et ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc en conclusion, parlez à vos domaines experts, ça c'est difficile d'en avoir sous la main, mais quand vous en avez, n'hésitez pas à leur parler pour avoir un maximum de terminologie. Ouais, donc ne soyez pas impressionnés par le code legacy. En prenant le temps, on finit par le dompter. Et enfin... l'extract and move, vous voyez, c'est simple à faire. Quand on a des outils, etc., qui nous permettent un harnais test, extract and move, ça permet de donner un peu plus de vie et de sens, on va dire, à un code legacy procédural. Ah oui, le gagnant Florian Auder. Si tu peux venir chercher ton Blue Book. Tu l'as là, le Blue Book? Ouais, et okay. tout neuf. Et tout neuf, donc voilà. Merci à Merci tous beaucoup. à tous, et puis... Bon appétit. Ouais, bon appétit.